Déjà vu de l'eau de pluie couler dans un stationnement, sur un trottoir ou encore sur le toit d'une maison. C'est ce que l'on appelle le ruissellement. Il semble si inoffensif, mais détrompez-vous. Il pollue nos lacs et nos cours d'eau et engendre bien des problèmes. Pourtant, nous pouvons tous faire une différence à notre manière. Mon nom est Christine Cadieux, agente de sensibilisation pour l'organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie pour la saison estivale 2021 et je vous propose aujourd'hui des solutions concrètes pour atténuer les effets du ruissellement. Pour ce faire, je vous présenterai d'abord le contexte qui entoure le ruissellement, appuyé d'un petit vidéo pour vous aider à comprendre ce que c'est. Ensuite, j'aborderai certaines conséquences du ruissellement, histoire de faire des liens avec ce qui se produit dans la région. Je poursuivrai avec un deuxième petit vidéo, ainsi que des solutions pour les municipalités et les citoyens. Lorsque l'eau de pluie ou lorsque la neige fond sur une surface imperméable, comme l'asphalte, le béton ou un sol compacté, l'eau ne peut pas entrer dans le sol. Qu'est-ce qu'il se passe si elle ne s'évapore pas non plus? Elle s'accumule ou s'écoule plus bas sur la pente où elle se trouve. C'est ce déplacement que l'on appelle ruissellement. Sur son passage, l'eau pourrait rencontrer beaucoup de polluants. Mentionnons les produits pétroliers, les pesticides, les engrais et les déchets solides provenant des rues et de certains terrains résidentiels, par exemple. En ville, la majeure partie de cette eau polluée ira soit dans les égouts et devra être traitée par la municipalité, soit dans le réseau pluvial où elle ira polluer les lacs et les rivières. Cependant, plusieurs municipalités possèdent encore un vieux système d'égouts unitaire, c'est-à-dire que l'eau de pluie est combinée à l'eau des égouts et la capacité des usines de filtration de certaines municipalités s'approche de leur limite de conception, si bien que les excès d'eau, nommés surverses, doivent être rejetés dans les lacs tels quels sans traitement. Comme une image vaut 1000 mots, voici le premier vidéo qui vous aidera à visualiser ce qu'est le ruissellement. Le ruissellement, c'est l'une des principales sources de pollution des lacs et des cours d'eau. Mais au fait, c'est quoi le ruissellement? Quand il pleut, l'eau peut être interceptée par la végétation. Elle peut aussi s'infiltrer dans le sol, ou bien, dépendamment de la quantité de pluie, du type de sol, de sa topographie et de la végétation, l'eau peut ruisseler à la surface du sol. C'est un phénomène naturel, mais, en milieu urbain, il est plus important et surtout plus problématique. En milieu habité, les surfaces imperméables sont très nombreuses. On a juste à penser aux surfaces de stationnement, aux toitures de maisons et de tout autre bâtiment, aux aménagements résidentiels pour les terrasses, les patios. On peut penser aussi aux surfaces de gravier qui, lorsqu'ils sont très compactés, empêchent également l'eau de s'infiltrer dans le sol. Et sur toutes ces surfaces-là, il y a aussi un manque de végétation qui fait que l'eau de pluie n'est pas captée par soit les feuilles ou les racines. D'ailleurs, selon une étude qui compare plusieurs milieux, les résultats démontrent qu'en milieu naturel, c'est-à-dire en milieu boisé, il y a près de 10% de l'eau de pluie qui va ruisseler au sol. Ce pourcentage va grandement augmenter en milieu urbain où les surfaces imperméables sont beaucoup plus présentes. Ce pourcentage peut grimper jusqu'à 55% et même jusqu'à 75% dans les secteurs commerciaux. En plus de ces données, il faut également tenir compte des changements climatiques qui emmèneront durant la saison estivale des pluies plus intenses et de courte durée, ce qui va amplifier la quantité d'eau qui va s'écouler sur les surfaces imperméables. Alors, qu'est-ce qui se passe avec toute cette eau de ruissellement? Dans la majorité des cas, elle va rejoindre la rue et se diriger vers les bouches d'égout. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, au lieu de s'infiltrer dans le sol, où un processus naturel de filtration s'effectue, l'eau qui est captée par les bouches d'égout va naturellement rejoindre un cours d'eau, transportant avec elle un ensemble de polluants qu'elle a accumulés sur son parcours, y compris les déchets qu'on retrouve dans les rues. Le ruissellement a de sérieuses conséquences et en voici 4 exemples que nous aborderons à l'instant. Il y a d'abord l'érosion, l'eutrophisation des lacs et leurs épisodes d'algues bleu-vert, ainsi que les inondations. Qui ici a déjà entendu parler de l'érosion du sol? En fait,
Un sol en santé possède encore sa couche supérieure brune foncée riche en matière organique, en micro-organismes et en mycélium de champignons. Mais lorsque l'on utilise des fertilisants ou des pesticides, l'équilibre plantes, micro-organismes et champignons est compromis. Le sol devient alors fragile, sec et pauvre en matière organique sans toutefois laisser l'eau passer. Déjà, un tel sol est très susceptible à l'érosion. Mais plus sa pente est accentuée, moins l'eau aura tendance à s'infiltrer dans le sol et plus l'eau fera de dommages sur son passage. Sur l'image de droite, on peut voir que l'impact d'une seule goutte d'eau sur le sol fait détacher des particules de sol. Ensuite, le ruissellement les transportera plus bas sur la pente. C'est ce que l'on appelle l'érosion. Dans la diapositive précédente, nous avons vu que le ruissellement transporte des particules de sol, mais il transporte aussi des nutriments, comme le phosphore et l'azote, qui proviennent notamment des engrais, des pesticides et de certains savons. Arrivé dans un lac, ce surplus de nutriments provoque la croissance excessive de plantes aquatiques et d'algues, comme les algues bleu-vert. Par la suite, la présence excessive de plantes à la surface engendrera un déficit en oxygène dissous dans l'eau d'un lac, alors que cet oxygène est nécessaire à la survie de nombreuses espèces animales et végétales aquatiques. Ce processus est l'eutrophisation d'un lac, soit sa transformation en marais. Dans la nature, ce changement se déroule sur des milliers d'années, alors que dans une zone urbanisée, des dizaines d'années suffisent. Les conséquences sont lourdes pour les municipalités et les citoyens, puisqu'un lac avec une eau embrouillée, beaucoup d'algues et un sol vaseux est beaucoup moins intéressant pour la baignade, la pêche ou le tourisme. Un exemple de plante qui profite de l'eutrophisation des lacs est les algues bleu-vert. Elles sont normalement présentes dans les lacs en petite quantité, mais lorsqu'elles prolifèrent, ces algues deviennent dangereuses parce qu'elles libèrent des toxines dans l'eau. Plusieurs études montrent un lien entre ces toxines et des cas de malaise gastro-intestinaux dus à l'ingestion d'eau contaminée. Et dans le cas où une municipalité se sert d'une eau contaminée aux algues bleu-vert, pour produire une eau potable, elle devrait effectuer une étape de traitement supplémentaire. Le processus coûtera plus cher à la municipalité et aux citoyens. Le ruissellement affecte également les structures créées par l'homme. En effet, lorsqu'une grosse pluie ou lorsqu'une grande quantité de neige fond, le ruissellement contribue à faire monter le niveau d'eau des lacs et des rivières, allant jusqu'à causer des inondations. Et puis les inondations peuvent engendrer des dommages aux bâtiments et aux routes, et pourraient même causer des pertes de vie humaine. Suite à ce que nous avons vu, quels sont les polluants que l'on retrouve dans l'eau de ruissellement selon vous? Je vous propose de regarder un deuxième petit vidéo qui l'explique très bien et qui pourrait même vous surprendre. L'eau de pluie qui ruisselle sur votre toit et votre entrée de cour peut contribuer à polluer les lacs et cours d'eau. Mais comment est-ce possible? Prenons d'abord la toiture. En s'écoulant sur nos toits, l'eau de pluie se charge de particules d'acier, de cuivre, d'aluminium ou de zinc provenant des toitures en tôle ou de particules d'asphalte pour les toitures faites de bardeaux d'asphalte. Quand on sait que près de 60% des eaux de ruissellement proviennent des toitures, ça peut faire beaucoup de particules au final. Pour l'eau qui ruisselle sur les surfaces imperméables, comme votre entrée en asphalte, elle va accumuler à son tour d'autres polluants comme l'huile à moteur, des hydrocarbures, des métaux lourds ainsi que des produits de déglaçage comme le sel et du sable. Alors, ces polluants vont ruisseler vers la bouche d'égout la plus proche et vont causer des dommages aux écosystèmes aquatiques. Par exemple, dans le cas des métaux lourds comme le zinc, ils vont s'accumuler dans la chair des poissons et peuvent causer des problèmes de santé même aux pêcheurs qui les consomment. Dans le cas des poussières ou des particules de sol qui vont ruisseler vers les cours d'eau, elles vont souvent causer l'envasement ou la croissance excessive des algues et des plantes aquatiques. On estime qu'à partir de 10% de surface imperméable dans un bassin versant, les écosystèmes aquatiques ressentent déjà les contre-coups de cette imperméabilisation-là.
Qu'est-ce que c'est la gestion durable de l'eau de pluie? Eh bien, c'est de copier la nature dans la façon que l'on aménage un terrain, par exemple. L'idée est de diminuer la quantité d'eau de ruissellement et sa vitesse en réduisant la quantité de polluants qu'elle transporte. De plus, il est important de le faire le plus près possible de l'endroit où l'eau, c'est-à-dire la pluie et la neige, sont tombées. Et ce n'est pas que dans les endroits où le sol est imperméable que l'on peut appliquer cette méthode de gestion. En effet, il est possible de le faire également aux endroits où il y a peu d'asphalte et de béton. Ultimement, l'objectif est de considérer l'eau comme une ressource précieuse qui alimente les plantes, le sol et les eaux souterraines. Que se passe-t-il lorsque le sol est perméable? Dans ce cas-ci, le sol laisse entrer l'eau. Comme on le voit sur l'image, en entrant, l'eau rencontre des racines de plantes qui en absorberont une partie et qui aideront à la décontaminer également. Une autre partie sera mise en réserve dans la terre et une troisième partie se frayera un chemin vers les eaux souterraines pour y être entreposée. L'eau qui n'est pas absorbée par le sol ou qui ne s'est pas évaporée va ruisseler à la surface. Le plus beau dans la gestion durable de l'eau de pluie, c'est que les petits gestes comptent et que nous pouvons tous y contribuer. Dans la prochaine section, j'aborderai avec vous ce que les municipalités et les résidents peuvent faire concrètement pour améliorer la situation. Certaines municipalités ont innové pour mieux gérer les eaux pluviales sur leur territoire. La ville de Val-d'Or en est un bon exemple puisqu'elle applique déjà 3 de ces initiatives. Premièrement, elle est certifiée aquaresponsable. Deuxièmement, elle a fait installer plusieurs storm scepters sur son territoire. En fait, ce sont d'énormes séparateurs de polluants localisés sous certains grands stationnements. Troisièmement, elle a commencé à planter plus d'arbres en ville. Et si elle désire en faire plus, elle pourrait chercher à obtenir la certification Communauté bleue et mettre sur pied un programme de distribution de barils de pluie. Mais je tiens à féliciter Val-d'Or pour ses efforts remarquables. Voyons maintenant ces initiatives plus en détail. La première initiative sur cette liste est l'aquaresponsabilité municipale. C'est une certification qui vise d'abord à protéger nos ressources naturelles, comme les lacs et les rivières, ainsi que les infrastructures municipales qui transportent et traitent cette eau grâce à la façon que la ville gère l'eau sur son territoire. Ceci est dans le but de s'assurer que nos sources naturelles d'eau et ces infrastructures soient encore en bonne condition longtemps. Elle vise également à assurer les meilleurs services possibles au meilleur coût possible pour les citoyens. Ainsi, grâce à ces efforts, Val-d'Or a obtenu la certification aquaresponsabilité avec une cote A+. Sachez que l'OBV-AJ souhaite rendre ce programme accessible aux villes de plus petite taille, soit celles qui comptent de 5 000 à 25 000 habitants. Aviez-vous intéressé? L'organisme recherche des municipalités qui seraient intéressées à obtenir la certification. L'utilisation de Storm Scepter est une autre bonne idée appliquée dans la région comme à Val-d'Or. Tel que mentionné plus tôt, un Storm Scepter peut être utilisé dans les gros stationnements pour retirer une grande quantité de polluants présents dans l'eau de ruissellement. Ces polluants incluent les sédiments comme le sable et les produits pétroliers comme les huiles à moteur. Val-d'Or reconnaît les bienfaits apportés par les arbres pour les piétons. D'ailleurs, mentionnons que les racines des arbres absorbent une partie de l'eau qui s'écoule sur le trottoir et retiennent les particules de sol ensemble, ce qui diminue les risques d'érosion. Sachez que ce ne sont que 2 exemples des bienfaits qu'apportent les arbres dans une ville parce qu'en réalité, la liste est bien plus longue. La ville fait donc des efforts pour planter plus d'arbres sur son territoire. La photo de droite a justement été prise au centre-ville de Val-d'Or où les trottoirs ont été refaits dans le cadre d'un projet de revalorisation du centre-ville. Les municipalités et les MRC peuvent faire une demande de certification Communauté bleue. Cette certification implique qu'elles s'engagent
1. À renoncer à la vente de bouteilles d'eau en plastique. 2. À reconnaître que chaque être humain a droit à une eau potable et au traitement des eaux usées. En fait, ce point est directement lié avec l'un des objectifs de développement durable de l'ONU. Et 3. Elle s'engage à assurer ou transitionner vers une gestion publique de l'eau, soit sa production, sa distribution et son traitement lorsqu'elle est contaminée. La dernière option municipale que j'aimerais aborder avec vous est la distribution de barils de pluie. Voici quelques exemples de villes et de MRC qui offrent un rabais à leurs citoyens pour qu'ils achètent un baril de pluie à faible coût. Il est question des villes de Québec et de Belleuil, ainsi que la MRC d'Autrey et celle de Lotbinière. Les municipalités bénéficient également d'outils pour s'améliorer. Elles peuvent d'abord s'auto-diagnostiquer pour évaluer leur propre niveau de gestion des eaux de pluie, avec un guide très complet rédigé par le Réseau des organismes de bassin versant du Québec. Elles peuvent s'inscrire au programme d'excellence en gestion des eaux pluviales de Réseau Environnement, qui a pour but de motiver, d'aider et d'apporter une reconnaissance aux municipalités. Elles peuvent également participer à des ateliers de formation en gestion durable des eaux pluviales, qui sont sous forme de webinaires. Et finalement, elles pourraient ajouter une taxe sur leur eau de ruissellement dans leur taxe municipale. En fait, ça se fait déjà en Ontario et aux États-Unis, et ça s'en vient au Québec. OK, donc on a dit que l'idée est de gérer l'eau de pluie et celle qui provient de la fonte des neiges le plus près possible d'où elle est tombée. Donc, quelles seraient les solutions possibles pour les citoyens selon vous? Premièrement, les toits de maison reçoivent une grande quantité d'eau qui est normalement collectée par une gouttière. Mais où va cette eau par la suite? Eh bien, sachez qu'elle ne doit pas être dirigée vers les égouts, un fossé municipal ou une surface imperméable comme l'asphalte, par exemple. La gouttière ne doit pas non plus être directement connectée aux égouts ou à un drain de fondation. Donc, vers où peut-on diriger cette eau? D'abord, la gouttière devrait éloigner l'eau de la fondation d'au moins 1,5 m ou d'au moins 2 mètres selon le règlement de votre municipalité. Par exemple, dans l'image de droite, on voit que la gouttière n'est pas conforme parce qu'elle se termine trop près de la fondation de la maison. Plusieurs méthodes sont possibles pour éloigner l'eau d'une fondation. Il y a notamment l'utilisation d'un réservoir qui collecte l'eau de pluie, d'un puits percolant ou d'une surface qui permet à l'eau de s'infiltrer naturellement. C'est ce que je vous propose d'aborder plus en détail dans la prochaine section. Voici à quoi ressemble un baril de pluie. Mais c'est quoi en fait un baril de pluie? C'est un réservoir pouvant contenir l'eau de pluie qui provient d'un toit dans le but de la réutiliser par la suite. Certaines caractéristiques sont importantes à considérer lorsque l'on achète ou construit un baril de pluie. Le contenant devrait être de forme arrondie pour éviter la croissance d'algues dans les coins. Il devrait y avoir un grillage fin, comme un moustiquaire sur le dessus, pour éviter d'en faire une soupe à moustiques et éviter que des feuilles s'introduisent à l'intérieur. Un robinet à la base permettra d'utiliser toute l'eau à l'intérieur du contenant. Et une surface à plat, comme des briques par exemple, placées en dessous, permettra de surélever le baril pour remplir un arrosoir. Une sortie d'eau dans le haut est aussi nécessaire pour laisser sortir les excès d'eau. Ce serait une bonne idée d'ajouter une hose à jardin à la sortie d'eau pour orienter les excès d'eau jusqu'à une surface perméable comme du gazon, un jardin de pluie, une haie de cèdre ou une plate-bande. Malgré tout, le baril pourrait quand même déborder si on le laisse constamment rempli. Le problème étant que l'excès d'eau ira directement à côté de la fondation. Il est donc recommandé de vider le baril de pluie après chaque grosse pluie. Et puis, saviez-vous que les barils de pluie ne devraient pas être conservés à l'extérieur en hiver? En effet, ils pourraient se fissurer à cause de l'eau qui se transforme en glace. Voici donc ce que vous pouvez faire pour préparer votre baril pour le froid.
D'abord, il est important de le vider et de nettoyer l'intérieur pour enlever les algues qui pourraient s'être développées. Ou si vous pouvez soit le garder dans une remise ou le tourner à l'envers pour éviter que l'eau entre à l'intérieur. Il y a également l'option d'enterrer un réservoir qui pourrait contenir beaucoup plus d'eau de pluie. Tout comme le baril de pluie, il est connecté à une gouttière pour récolter l'eau de pluie. Mais dans ce cas-ci, le réservoir est protégé du gel en hiver et fournit une eau tempérée à l'année. Sachez que pour toute collecte d'eau de pluie, il faut savoir que l'eau de pluie n'est pas potable. Il faut donc éviter de l'utiliser pour boire, cuisiner ou laver la vaisselle. Vous pouvez tout de même l'utiliser pour la toilette, la laveuse, arroser le jardin ou le gazon, ainsi que laver la voiture et l'entrée de cour. Sur les pentes abruptes de votre terrain, l'eau voyage tellement rapidement qu'elle n'a pas le temps de s'infiltrer dans le sol. Donc, lorsque c'est possible, vous pourriez adoucir la pente de votre terrain. Aussi, il est recommandé de favoriser les aménagements de végétaux plutôt que le gazon, puisqu'ils ont une plus forte capacité d'absorption de l'eau. Une swale de permaculture est une autre solution possible, mais à ne pas confondre avec un fossé de drainage. La différence entre les deux, c'est que les fossés de drainage, comme ceux que l'on voit de chaque côté de la route 117, servent à acheminer l'eau vers les égouts. Pour sa part, une swale de permaculture est un fossé et une butte à niveau qui ont pour but de contenir l'eau de ruissellement pour la laisser entrer dans le sol naturellement. En fait, c'est une solution pour les terrains avec une faible pente. Donc, pour créer une swale de permaculture, on creuse sur la pente pour former un fossé qui sera à plat et on dépose la terre un peu plus bas pour former une butte sur laquelle on peut cultiver des plantes. Ainsi, la swale permet à l'eau de ruissellement de s'arrêter net et de prendre le temps d'entrer dans la terre. La largeur de la swale dépend de l'endroit où elle se trouve et de la quantité d'eau qu'elle va recevoir. Mais il est important d'éviter de créer une swale si le sol est déjà saturé d'eau. Un fossé végétalisé est un fossé conventionnel dans lequel on a planté des végétaux pour favoriser l'absorption de l'eau et pour réduire l'érosion sur les bords. Il est large, allongé, peu profond et de préférence avec une forme sinueuse, c'est-à-dire avec des courbes. Le fond permet à l'eau d'entrer dans le sol naturellement en 4 jours tout au plus. Les plantes à choisir incluent les quenouilles, les graminées et les fleurs qui tolèrent des conditions allant de sec à inondé parce que le fossé ne sera pas toujours mouillé. Il est possible d'ajouter des murets qui ralentissent le mouvement de l'eau, comme dans l'image de droite. Une petite ouverture dans le haut permettra de laisser passer le trop-plein d'eau. Un fossé végétalisé serait l'option parfaite sur le côté de votre entrée de cour s'il y a déjà un fossé à cet endroit et que l'eau y ruisselle naturellement. Une gouttière peut être dirigée dans le sol, oui, mais pas n'importe comment. L'image de gauche montre un prototype qui représente ce qui serait caché dans le sol. En fait, ce que l'on voit est une gouttière reliée à un tuyau qui devrait faire 1,5 m à 2 m de long selon la municipalité où vous habitez. Le tuyau est perforé à un bout, c'est-à-dire à gauche, à l'endroit où il est entouré par un bloc de gravier. C'est le bloc de gravier que l'on nomme puits percolant. L'eau en provenance de la gouttière coulera directement dans le bloc de gravier, ce qui lui évitera de remonter à la surface du sol et de ruisseler. À droite, c'est une autre version d'un puits percolant avec un tuyau différent. Celui-ci n'est pas perforé, mais il est complètement ouvert aux deux bouts. Un jardin de pluie est un espace de terrain aménagé avec des plantes vers où l'eau se dirige naturellement et qui laisse celle-ci s'infiltrer doucement dans le sol. Il est recommandé d'orienter l'eau d'une gouttière et le surplus d'eau d'un baril de pluie vers un jardin de pluie. Ceci permet à l'eau d'entrer dans le sol et d'être dépolluée avant de se rendre à la nappe phréatique en dessous.
Le mélange de terre et de plantes seront choisis en fonction de leur capacité à absorber l'eau et à la dépolluer. Et la superficie du jardin dépendra de la surface du toit, c'est-à-dire entre 5 et 10 % de la surface du toit de votre maison. De plus, aménager un jardin de pluie est particulièrement recommandé pour les endroits où le sol est argileux, puisque ce type de sol laisse très peu d'eau s'infiltrer. Voici un exemple d'un jardin de pluie dans l'image de gauche. On y voit une surface dénudée et imperméable à gauche, d'où provient l'eau de pluie. L'eau coule vers le jardin de pluie et s'y accumule sur une courte période de temps. Elle devrait s'infiltrer en 24 à 48 heures et l'image de droite est mieux adaptée pour les jardins de pluie qui recevraient l'eau d'un terrain de plus d'1 acre. Dans un tel cas, il est recommandé de mettre une membrane étanche dans le fond et un drain perforé pour collecter l'eau qui n'aura pas été absorbée par les plantes et le sol. Vous avez sûrement déjà entendu parler de bandes riveraines depuis quelques années. Voici à quoi ça devrait ressembler en milieu résidentiel. Vous pouvez voir dans le centre, il y a une petite ouverture de 5 mètres environ, permise si la rive a une faible pente, c'est-à-dire moins de 30 %. Une bande riveraine a plusieurs utilités. Pour les besoins de cette présentation, je me concentrerai sur les rôles en lien avec le ruissellement. Donc, premièrement, une bande riveraine ralentit l'eau de ruissellement pour qu'elle puisse s'infiltrer dans le sol. Elle retient l'eau et la filtre pour enlever les polluants. Les racines et les feuilles des plantes aident également à diminuer l'érosion parce que les racines retiennent les particules de sol ensemble et les feuilles protègent le sol des gouttes de pluie. Vous souvenez-vous de l'image que nous avons vue plus tôt qui montrait l'impact d'une goutte d'eau sur le sol? La goutte d'eau agissait comme une bombe en tombant sur le sol. Par contre, en couvrant le sol avec des plantes, les feuilles ralentissent les gouttes d'eau sur leur passage en descendant, ce qui fait en sorte qu'elles ont un impact moins important sur le sol. Ceci réduit considérablement l'érosion. Certaines plantes sont plus appropriées que d'autres selon la hauteur dans une bande riveraine. On parle ici des arbres, des arbustes et des herbes, des hautes herbes, dans des proportions de 1/3, 1/3 et 1/3 en termes de surface. Dans la zone à plat, les gros arbres et arbustes sont à préconiser parce que leurs racines profondes aideront à stabiliser le sol. Dans le milieu, jusqu'en haut de la pente, on choisit des arbres et arbustes qui resteront petits. Et finalement, pour le bas de la pente, le type de plante dépendra de l'inclinaison de la pente à cet endroit. Pour les stationnements, quelques options de revêtement sont intéressantes pour permettre à l'eau de s'infiltrer. Mentionnons d'abord le pavé alvéolé, les blocs à joints perméables et les blocs gazonnés. Ils ont tous de petits espaces entre eux pour insérer un matériel poreux comme du sable ou du gravier fin ou encore du gazon. Cependant, sachez que le gazon rend les revêtements perméables moins perméables. Donc, la végétation serait à éviter ici. Et il est également important de considérer que ce n'est pas du sable conventionnel, dit sable polymère, qui devrait être utilisé entre les blocs. Pour ce qui est du béton poreux, il semble particulièrement prometteur puisque, comme le nom l'indique, c'est du béton qui conserve des petites pochettes d'air entre les pierres et qui laisse facilement passer l'eau. N'oublions pas que le bon vieux gravier sans structure additionnelle reste une option viable et peu coûteuse. À cela s'ajoute la possibilité d'utiliser du gravier sur lequel on fait pousser du gazon. Ceci dit, les municipalités ne sont pas toutes rendues au même niveau au sujet des revêtements perméables. Parlez-en avec votre municipalité pour savoir si elle accepte un aménagement plus vert comme ceux mentionnés ici. Les drains français ou drains de fondation ont une durée de vie moyenne de 25 ans. Mais la durée de vie d'un drain de fondation peut varier de 15 ans à 35 ans.
selon le type de sol avec lequel il est en contact. La raison principale est que des particules pourraient entrer dans le drain et entraver sa fonction. En fait, c'est que le drain de fondation est poreux et a pour but de capter l'eau autour de la fondation et de l'éloigner de celle-ci. Dans le cas où un drain de fondation est endommagé, il ne fait plus son travail correctement et l'eau demeure près de la fondation. Ceci favorise non seulement la croissance de moisissure dans la fondation, mais c'est également propice au ruissellement parce que l'eau ne s'infiltre pas aussi bien dans le sol. Ainsi, pour réduire le ruissellement, il est préférable de remplacer un vieux drain de fondation endommagé. Une fosse septique défectueuse ou trop pleine peut laisser sortir son contenu et contaminer le sol, même en surface. Quand l'eau de ruissellement entre en contact avec le sol contaminé, elle emporte avec elle des contaminants, soit des bactéries ou de la matière organique qu'elle rejette dans les cours d'eau ou un lac. Ainsi, il est important de faire vidanger une fosse septique à tous les 4 ans dans le cas d'une utilisation saisonnière et à tous les 2 ans dans le cas d'une utilisation à l'année. Ceci permet également d'éviter que la fosse septique se bouche et que l'eau de la fosse remonte dans la maison. Dans le cas d'une installation qui serait endommagée, il est possible de soit remplacer la pièce qui est brisée, soit de remplacer l'installation au complet. Et puis, pour savoir si l'installation est endommagée, l'organisme de bassin versant Abitibi-Gaspésie offre un service de relevé sanitaire de votre fosse septique et de votre champ d'épuration. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, ne vous gênez surtout pas et écrivez-nous à information avec un S à la fin, @obvaj.org. Il nous fera plaisir de vous répondre.